Il y a quelque temps, j'avais rencontré sur Paris Thomas Martin, alias Gorkab, de la chaîne éponyme dédiée aux origines de l'image de synthèse au cinéma, et grand amateur de Laserdisc. Et il m'avait gentiment proposé de me faire passer un lecteur Laserdisc Pioneer LD V4300D, qui était à l'époque un des plus aboutis, afin que j'en fasse l'inspection complète. Donc comme j'ai jamais eu ce genre de joujou entre les mains, j'ai accepté, et le voici dans mon labo. Donc le bestiau pèse 13 kg précisément, donc on ne faisait pas dans le léger à l'époque, et de ce que j'ai pu en lire, il n'était pas donné non plus. Alors bien évidemment c'est du Made in Japan. Aujourd'hui tous les constructeurs japonais sous-traitent leur fabrication en Chine, mais ça n'était pas du tout le cas dans les années 80 et 90. Donc ça sous-entend que les composants qu'on aurait trouvés à l'intérieur doivent avoir une qualité de finition qui est quand même plutôt bonne. Une dernière petite précision, l'appareil fonctionne très bien aujourd'hui, donc je dois la rendre à Thomas dans le même état, sinon il risque d'être un petit peu fâché. Ça sous-entend donc que je ne pourrais pas aller non plus trop loin dans l'inspection. Le design n'a jamais vraiment été le fort de Pioneer, donc extérieurement cet appareil est plutôt mastoc et il a surtout été conçu pour durer et être très fonctionnel. Et comme vous pouvez le constater, un laserdisc est beaucoup plus large qu'un DVD ou un Blu-ray. Il a été mis au point par Pioneer 20 ans avant le DVD. On va pas s'étendre ici sur ses caractéristiques, mais globalement, il avait une meilleure qualité d'image et de son que la cassette VHS, mais il était bien en dessous de celle d'un DVD et il fallait plusieurs disques pour un seul film. On trouve même une étiquette sur le capot nous précisant qu'il faut éviter d'être exposé au faisceau du laser car il émet des radiations invisibles. Pour ce qui est des boutons de commande, c'est assez minimaliste. On a ici les touches de contrôle des opérations, la sélection du standard de sortie PAL NTSC et ici de l'affichage. À l'arrière, on trouve le connecteur du câble d'Alim avec ici le sélecteur de tension d'entrée 120 ou 220 volts, le terminal de sortie PAL ou NTSC, le terminal de sortie RGB où les trois canaux sont séparés, ici un port de synchro vidéo externe souvent utilisé par les pros de l'audiovisuel, une interface série RS232C pour le pilotage depuis un ordinateur, un terminal EFM out, la sortie audio stéréo via des connecteurs RCA, et puis toutes les mentions qu'on trouvait souvent à l'époque sur ces appareils, notamment le fameux fabriqué au Japon. Avant de plonger dans ces entrailles, je vous montre ce qu'il y a sous la trappe d'accès au laser qui est juste là pour éviter d'avoir à retirer le capot pour y accéder. Voilà ce que ça donne au moment de l'éjection de la platine. Bon, on aura un meilleur aperçu une fois le capot retiré. Alors vu la largeur de la platine, il était évident que l'essentiel de l'électronique se situerait en dessous, dans la partie inférieure du lecteur, et c'est bien entendu le cas dans cet appareil. Toute cette région correspond à l'imposant bloc d'alimentation, avec le primaire ici, et le secondaire là, mais on va y revenir en détail. Ensuite, on a ici la carte qui reçoit la synchro externe directement accessible, et bien sûr la tête de lecture optique avec le laser de classe 1. Le mécanisme d'insertion du disque est semblable à celui d'un lecteur de CD audio. Vous avez ici un meilleur aperçu des proportions d'un laserdisc qui mesure 30 cm de diamètre. Je précise aussi qu'en aucun cas il était possible d'enregistrer sur ce support, ça n'est que de la lecture. Par contre, c'est du double face. Et au niveau du son, il peut comporter une piste analogique et numérique, mais une seule à la fois devait être présente. Et comme vous en doutez, il sera difficile de voir le travail de la tête optique puisqu'elle n'est plus visible une fois que le disque est inséré. Cela étant, le disque est toujours lu à partir du centre en allant vers l'extérieur. On va déjà jeter un coup d'œil rapproché à la tête optique. Elle est de conception plutôt aérée et comporte pas mal de points communs avec celle des lecteurs CD audio professionnels de l'époque. Le laser est monté sur une plateforme anti-choc anti-vibration et il s'agit ici d'un laser à semi-conducteur infrarouge d'une longueur d'onde de 835 nanomètres. On voit ici la présence de deux patins sur lesquels le disque repose quand il est à l'arrêt et toute la connectique qui relie la tête à son circuit imprimé situé en dessous est faite à travers cette nappe flexible marron. Cette cellule est un capteur de position pour aider à situer la tête par rapport au disque. Maintenant, du côté du bloc d'alimentation, ce gros switch relié à la façade avant par une longue tige assure la mise sous tension quand on appuie dessus, comme ça. Il est entouré d'un fusible de protection, de 4 condensateurs suppresseurs d'interférence et une inductance. Le courant est amené au primaire du transformateur de puissance par ces trois fils. Ce transfo est donc celui-ci, avec le primaire à droite et le secondaire à gauche. Tout cela est bien sûr isolé par cette membrane en plastique parce qu'il y a quand même 230 volts alternatifs qui circulent par là. Et vous l'aurez peut-être deviné, on a affaire là à une alimentation linéaire et non pas une alimentation à découpage. Derrière le transfo, on trouve donc la partie redresseur en commençant par ces 4 fusibles de verre, 2 pour chaque pont redresseur et 6 petits condensateurs céramiques ici entourés.
et bien évidemment les deux ponts de diode solidement fixés à leur radiateur et à partir desquels il n'y a plus que du courant continu. Autre composant clé de cette alimentation, également fixé à leur radiateur, ce sont ces 7 transistors de puissance NPN et PNP qui vont donc se charger de la régulation linéaire des 6 rails de tension à obtenir, à savoir plus 5 volts, moins 5 volts, plus 10 volts, moins 10 volts, plus 14 volts et moins 14 volts. Tous ces co-condensateurs de marque Nichicon font aussi partie du circuit de régulation linéaire, y compris ces plus petits. Il s'agit ici d'une grosse inductance et non pas d'un transformateur puisque nous sommes là dans une alimentation linéaire et ce circuit intégré est le double amplificateur opérationnel en ligne qui régule l'alimentation de la platine. L'ensemble des circuits sont donc accessibles par en dessous et c'est précisément ce que nous allons maintenant inspecter en détail. Alors au premier coup d'œil, ce que l'on peut déjà dire c'est qu'il y a majoritairement des cartes avec composants traversants, ce qui est normal vu qu'il a été conçu au début des années 90. Et au vu de leur surface, on voit que certaines de ces cartes traitent des signaux analogiques et d'autres des signaux essentiellement numériques. Cette carte contrôle la tête optique, le capteur de position et tout le mécanisme d'éjection. Celle-ci est le cœur du système mais gère aussi le contrôle basse-temps de la vidéo ainsi que le pilotage de la platine et elle est couplée à une seconde carte analogique juste en dessous. Celle-ci est en charge de la sortie vidéo analogique et de la gestion du port série RS232 et ici est regroupé l'ensemble des composants du démodulateur audio. Donc à l'autre bout de cette nappe se trouve la tête optique comme on l'a vu précédemment et nous avons là 6 transistors de puissance bipolaire vissés à leur radiateur et je vois par exemple le D1762 au centre qui est un NPN donné pour 50 volts. Et je constate qu'il y a beaucoup de résistances variables comme celle-ci qui permettent d'ajuster les réglages d'usine par Pioneer. Beaucoup de composants passifs, on a ici un 74 LS221, un circuit logique multivibrateur monostable, qu'on retrouve à nouveau ici à côté d'une porte logique NAND 74 HC00AP. 2 autres transistors de puissance, cette fois sans radiateur, donc la tension doit être bien moindre. Ici un 4012B, un double switch bilatéral et à côté un quadruple switch bilatéral Toshiba 4016BP. C'est assez complexe ce qui se passe sur cette carte d'un point de vue analogique. Vous remarquerez aussi la présence de beaucoup de straps qui sont ces petits ponts conducteurs qui relient un vias à l'autre. Et quand on retourne la carte, il y a un seul circuit intégré mais qui m'est totalement impossible d'identifier. Ici se trouve l'arrière du moteur brushless qui entraîne la platine et vu la proximité, il me paraît très logique que cette carte soit celle qui la pilote. Ces connecteurs sont fixés par de petits boulons donc pour extraire la carte qui gère le son, j'ai eu besoin de les dévisser. Ce HA1227ANT est donc le démodulateur FM stéréo utilisé dans cet appareil. Et comme vous pouvez le constater, le reste de cette face est relativement vide, mais ce qui saute surtout aux yeux, c'est le nombre considérable de straps qui peuplent ce circuit. Alors à proximité de la sortie, on a tout un groupe de condensateurs de liaison qui sont sans doute là pour bloquer les tensions de polarisation tout en laissant passer le signal. Je pense que ceux-là sont des condensateurs de découplage pour le processeur. Et ici nous avons un circuit hybride, j'ai d'ailleurs consacré la brève numéro 8 à ce type de composant, qui est un circuit miniaturisé sur une plaque de céramique sur laquelle ont été soudés des semi-conducteurs et quelques composants passifs. La face côté soudure est peuplée d'un certain nombre de circuits intégrés et quelques composants de surface, et je vais essayer d'en identifier quelques-uns. Alors on a ici 2 boîtiers SOIC 16 broches de référence JRC A4002C et un MSOP de 8 broches, mais je ne trouve absolument rien qui puisse les identifier. Par contre, ce Sanyo LC8883KM est un DAC et un filtre numérique 16 bits, et ce boîtier Sony CXD 2500Q est un DSP conçu tout particulièrement pour les lecteurs de CD audio. Par contre, pour ce boîtier-là, je ne vois absolument pas. On passe maintenant à la carte de laquelle sort le signal vidéo analogique et la RS232. Alors, mis à part le fait que sur la face côté soudure, on trouve quelques SMD comme des transistors discrets, condensateurs céramiques et des résistances, cette carte est majoritairement en composants traversants. Et on a ici un composant qui me laisse songeur parce qu'il s'agit d'un boîtier en plastique, mais je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il peut contenir. On a aussi 2 autres hybrides posés dos à dos, et il y en a d'ailleurs 2 autres plus petits juste en face de celui de droite. Et aussi 2 circuits intégrés en boîtier SIP 8 broches avec leur référence totalement effacée de la surface. Par contre, ce composant Sony V7021 est assez connu puisqu'il s'agit d'un décodeur PAL NTSC utilisé pour convertir un signal vidéo composite en signaux RGB analogiques. Et en dessous, c'est un triple multiplexeur démultiplexeur analogique à 2 canaux.
Et on retrouve ici des résistances variables pour les réglages d'usine. D'ailleurs, on voit ici deux fréquences inscrites sur la carte, sans doute celles des deux quartz placés sous le décodeur PAL NTSC, qui doivent pouvoir être ajustées à partir de ces résistances variables de couleur bleue. Il y a quelque chose qui me gêne avec ce composant, je ne comprends pas pourquoi Pioneer ne l'a pas mieux scellé que ça, parce que comme vous le voyez, il n'est pas très stable. Donc je vais tenter d'améliorer ça en déposant sur ses flancs de la colle thermofusible. Bon, c'est quand même un petit peu mieux. On va maintenant s'attarder sur la partie électronique la plus complexe de ce dispositif, puisqu'il s'agit de ce circuit imprimé et de celui qui se trouve juste en dessous, et à première vue, ils semblent être reliés entre eux par quelques connecteurs flexibles. Déjà, on peut deviner qu'il y a de l'autre côté au moins 4 gros boîtiers DIP, un 30 broches ici, un 48 broches ici, un autre 48 broches ici, et un quatrième là. Ceci est très probablement une EEPROM et on a également ici deux boîtiers Sony en facteur de forme QFP. Tous ces connecteurs bleus et blancs sont distribués vers les autres cartes que l'on vient d'analyser et qui les rattachent donc à cette carte mère. Alors pour les besoins de l'inspection, je les ai tous débranchés, ce qui me permet de déployer la carte supérieure qui reste rattachée à la carte inférieure mais qui nous permet au moins de la voir. Et étonnamment, on constate que ces cartes ne sont pas tellement peuplées, on aurait pu s'attendre à beaucoup plus de composants, mais il y a vraiment beaucoup d'espace vide. Et pour info, les larges pistes vert clair représentent ici le plan de masse. Alors je vais à nouveau chercher à identifier les principaux circuits intégrés, en commençant par ce Pioneer PA5012 de 30 broches, mais il n'y a malheureusement absolument aucun datasheet disponible. Et on n'aura pas plus de chance avec cet autre composant Pioneer. En revanche, la datecode 9317 nous indique qu'il a été fabriqué donc la 17e semaine de 1993. Et au passage, un gros plan sur les jolis condensateurs de découpage pour ce circuit intégré. Même chose ici avec en plus au premier plan une résistance variable. Ce petit sigle est aussi celui de Pioneer et cette référence PD0104B ne donne absolument aucun résultat concret et je pense que ça va être comme ça pour tous les autres aussi. Alors par contre, ceci est un résonateur céramique à 1 MHz qui sert à le cadencer. Et d'ailleurs, on a un peu la même configuration ici avec ce quartz qui cadence cet autre gros boîtier, mais malheureusement encore un Pioneer sans aucun datasheet existant. Décidément, il ne sera pas possible d'en savoir un peu plus sur l'architecture logique et système de cet appareil. Un replan sur ces connecteurs à nappe flexible par lesquels les cartes s'échangent les signaux. Ce circuit Sony CXL 1009P est un processeur de signaux CCD utile pour la correction de basse temps TBC. Beaucoup de composants analogiques sur cette carte dont la principale tâche est de contrôler la platine. Encore des composants de série 74LS et 74HC. Et à l'intérieur de ces boîtiers blindés en acier plaqué éteint, on trouve deux trous qui donnent accès à deux résistances variables, mais pour savoir ce qu'ils cachent, il faudrait les dessouder car ils ne sont pas pourvus d'un couvercle. Vous en voyez ici un second avec une résistance variable bleue et une autre orange, et ce qui est sûr c'est que ces boîtiers sont destinés à protéger une circuiterie sensible aux émissions électromagnétiques, mais je ne saurais dire quoi. Voilà, on a fait un peu le tour de ce lecteur de Laserdisc Pioneer du début des années 90. Comme on pouvait s'en douter, l'électronique embarquée est d'excellente facture pour l'époque, mais aujourd'hui elle est totalement dépassée par le plus ridicule des lecteurs DVD à 30 €, et c'est tout ce qui est de plus normal. Si cet épisode vous a plu, je vous suggère d'y mettre un pouce bleu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Animation is a way of making movies that has always fascinated us.